toutes, bonjour à tous. Je suis Sophie Rosen, directrice marque et impact de l'Union des marques. Un peu comme Betsy, je vais vous dire en quelques mots d'où je parle. Arthur Millet, il y a quelques semaines, m'a contacté pour venir animer, modérer cet échange sur la transformation écologique des entreprises et le marketing de l'utilité avec Marguerite Laborde et Emery Jacquia. Et pourquoi l'Union des marques, en fait la réponse, elle est assez simple. Notre raison d'être à l'Union des marques, c'est unis pour construire des marques durables. Unis pour construire des marques durables, on entend unis, bien sûr, on entend durable. Dans durable, on va entendre durabilité. Durabilité, évidemment, transformation écologique, mais durabilité, pérennité. Et notre conviction profonde, c'est véritablement que la pérennité des marques, les marques de demain, ce seront celles qui auront réussi à adresser les enjeux sociétaux, sociaux, écologiques de notre époque, et c'est elles qui seront là demain. Donc c'est véritablement ce qui nous anime et ce sur quoi on travaille, notamment dans la communauté marketing que j'ai le plaisir d'animer à l'Union des marques. Et c'est pour cela que j'ai la joie d'accueillir deux grands experts du sujet. Et comme je me suis présentée, je vais aussi les laisser se présenter. Bonjour à tous. Donc, Marguerite Laborde, je suis directrice globale de la marque Mustela. Mustela, c'est une marque des laboratoires Expanscience. Donc, qui on est, Laboratoire Expanscience? C'est un laboratoire, donc un groupe de santé naturelle qui est familial, français et indépendant. Certifié Bicorp et entreprise à mission. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et en termes d'activités, on a vraiment deux principales activités. Une première autour du bien grandir avec Mustela, donc qui est une marque de soins de la peau familiaux avec une vraie expertise sur le nourrisson et la femme enceinte. Et aussi une business unit sur le bien vieillir autour d'un médicament pour l'arthrose, mais aussi avec d'autres services autour du bien vieillir. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous. Moi, je suis Emery Jacquia, un entrepreneur. J'ai monté ma boîte, j'avais 23 ans. C'est dans le e-commerce, c'était en 95, avant que Google existe. Ouais. Je fais moi une sorte de dinosaure du e-commerce. J'ai surtout relancé la Camif en 2009 sur un modèle d'impact positif, sur le thème de la consommation responsable, dans l'équipement de la maison, sur le Made in France, sur l'économie circulaire. Et donc, je préside Camif et je suis également cofondateur de la communauté des entreprises à mission que j'ai cofondée en 2018, qui est une association d'intérêt général pour accompagner les dirigeants d'entreprise sur ce chemin de transformation de l'entreprise vers une mission qui contribue au bien commun. Et justement, on en a débattu quand on a échangé ensemble. Transformation écologique de l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Déjà, transformation écologique, je pense que la première chose à poser, c'est que cette transformation, elle est nécessaire. On a aujourd'hui 6 des 9 limites planétaires qui sont dépassées. Nos écosystèmes sont vulnérables et en danger, que ce soit l'eau, les surfaces agricoles ou encore la pollution plastique notamment. Donc, en fait, aujourd'hui, le modèle de développement de nos entreprises qui est fondé sur une économie extractive met en danger ces écosystèmes, mais aussi, par la même occasion, se met en danger lui-même, en fait. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la transformation écologique des entreprises est nécessaire et même urgente. Et pour moi, la transformation écologique des entreprises, c'est d'abord travailler à radicalement diminuer son empreinte carbone, son empreinte biodiversité, pour la réduire vraiment au minimum incompressible et rapidement. Et puis surtout, c'est aussi voir plus loin et se questionner sur son utilité, en fait. Quel est le but de mon activité ? Est-ce qu'il est possible que mon activité ait un impact positif pour la planète ? La transition écologique, tu l'as dit, c'est face aux crises qui est devant nous. On est probablement la première génération à avoir vraiment pris conscience du lien entre nos modes de vie et ce qu'on observe. Nos modes de vie, c'est nos modes de consommation, c'est nos modes de déplacement, c'est nos modes de production, c'est nos modes de faire entreprise au fond. Donc il y a une urgence à se transformer, de façon qu'on le veuille ou non, ça sera subi ou choisi. Qui sont les acteurs de la transformation ? Les citoyens ont un rôle évidemment important. Les États peuvent, on l'a vu avec la
réglementation, accompagner et accélérer ces transitions, mais probablement que l'entreprise est le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition. À partir du moment où l'entreprise prend conscience de finalement son rôle, son utilité potentielle pour ce monde de demain, et où elle se transforme avec sincérité en profondeur, elle transforme son modèle économique, et elle projette également un nouveau récit, celui du monde d'après, celui du monde d'une sobriété plus heureuse, on va dire, que celle qui serait subie. Et voilà, donc je crois que l'entreprise est l'acteur majeur de la transformation. Et celles qui ne vont pas prendre ce pari, ne vont pas travailler sur, au fond, quelle est mon utilité en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation face aux défis qui sont devant nous, en quoi je peux contribuer, ils seront, je l'espère, à un moment donné, sortis du marché. Et effectivement, là, on fait tout de suite le lien avec l'utilité de l'entreprise, la place de l'entreprise dans la cité et la mission. Alors, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, la mission de l'entreprise, la mission de marque, comment ça va s'incarner dans la plateforme de marque jusqu'à la communication. Là, c'est tout le fil que l'on pourrait tirer jusqu'au marketing. Mais pour vous, déjà, mission d'entreprise, mission de marque, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la mission de la marque, c'est la même que la mission de l'entreprise? Est-ce qu'on peut avoir une entreprise, plusieurs marques, plusieurs missions de marque? Comment ça fonctionne? Peut-être dire un mot sur l'origine de l'entreprise à mission. En 2008, pendant la crise financière, des chercheurs à la chaire théorie de l'entreprise de l'école des mines, Blanchet-Grestin et Herman, se sont dit on n'assiste pas à une crise financière, on assiste à la crise de l'entreprise. Et à force d'avoir mis le profit au-dessus de tout, on a juste oublié pourquoi l'entreprise existe et on a été dans le mur. Et ils ont bâti un modèle qui re-questionne en fait ce sens de l'entreprise, cette raison d'être de l'entreprise, qui le sécurise avec l'inscription dans les statuts de la mission et qui le crédibilise par des systèmes de contrôle internes avec la gouvernance, le comité de mission, et externe avec un contrôle externe. Ça s'est traduit par quelques expérimentations. On a eu la chance avec Camif de pouvoir faire ça. Et ça nous a pas mal occupé, 2 ans et demi, pour formuler la raison d'être de Camif, qui tient dans ces 2 phrases: proposer des produits et des services dans la maison, au bénéfice de l'homme et de la planète, et mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Et en fait, ces 2 phrases ont été inscrites dans nos statuts en 2017, et on les a surtout assorties de 5 objectifs sociaux et environnementaux. Le premier, c'est informer sur la consommation responsable. Le deuxième, c'est dynamiser l'emploi sur les territoires. Le troisième, c'est faire de l'économie circulaire nos standards. Et c'est en fait cette traduction opérationnelle qui ensuite s'est déclinée finalement dans la feuille de route de l'entreprise et du coup dans la marque. Et parce que la marque, qu'est-ce que c'est? La marque, c'est une promesse. Et une grande marque, c'est une marque qui tient ses promesses. Et la promesse qu'on doit tenir, c'est celle de l'entreprise au fond. C'est la mission de l'entreprise. Donc il est évident qu'une entreprise doit aligner sa marque et son marketing à sa mission et donc à son projet d'entreprise. S'il y a un désalignement, alors il y a un moment donné, ça va se voir et ça va se retourner contre l'entreprise, soit parce que c'est du greenwashing et que les consommateurs et même les collaborateurs vont le percevoir. Donc il y a vraiment un enjeu d'alignement. Cet alignement, il est pas immédiat et il nécessite des ajustements, parfois des renoncements. Quand en 2017 on dit dans nos statuts qu'on va défendre la consommation responsable, j'ai convoqué mes actionnaires pour leur dire qu'on allait fermer le site camif.fr pour boycotter Black Friday. Gros renoncement, ça n'a pas été mon meilleur comité stratégique avec mes actionnaires, mais c'était une façon d'aligner la marque justement à sa promesse. Grand alignement. Et de faire passer ce message. Alors le côté positif, c'est que oui, on a perdu le meilleur jour de l'année en matière de e-commerce, mais ça nous a permis de vraiment gagner des nouveaux clients. Aujourd'hui, 91% des Français souhaitent que les entreprises s'engagent, mais ils veulent des preuves de cet engagement. Et pour nous, ça a été un marqueur très fort de notre engagement sur la consommation responsable. Donc ça a accéléré avec le recul. C'est la 7e année, cette année qu'on a boycotté le Black Friday, le recrutement de nouveaux clients, plus jeunes, vraiment engagés, qui cherchent à donner du sens à leur achat et qui cherchent des marques capables d'apporter des preuves. Voilà, et ça a été un très bel exemple de l'engagement. Le côté positif, c'est que ça a entraîné un vrai débat jusqu'à la semaine dernière avec la grande polémique sur la campagne de l'ADEME entre surconsommation d'une part ou consommation plus responsable d'autre part. Est-ce qu'on ne peut pas finalement consommer moins et mieux? Est-ce que ce n'est pas ça le monde de demain? C'est exactement ce à quoi nous on croit et ce qu'on prône, c'est finalement on n'est pas obligé d'acheter un produit dont on n'a pas besoin, on n'est pas obligé
obligé d'acheter un produit parce qu'il est en promotion, mais en fait, ce n'est pas vraiment des vraies promotions, et qu'on peut prendre un peu de temps et se poser les bonnes questions avant d'acheter un produit. Puis peut-être qu'on peut aussi réparer, faire soi-même davantage. Et tout ça permet finalement de préserver notre pouvoir d'achat pour l'utiliser mieux et privilégier, quand on veut acheter un produit neuf, une entreprise locale qui fabrique, qui fait de l'éco-conception, voilà, qui respecte l'homme et la planète. Voilà. Donc, moins et mieux, c'est probablement un des aspects clés du futur de la consommation. Et cet alignement, donc on entend parfaitement effectivement l'alignement côté Camif sur la mission et comment ça peut se décliner au quotidien. Quand on a un groupe comme Expansience, qui est Bicorp, puis qui est devenu plus récemment, donc 2021, vous l'aviez rappelé, société à mission, comment ça s'articule pour une marque de cosmétiques, une marque qui est distribuée dans presque toutes les pharmacies, je pense, et avec des grands enjeux vis-à-vis des parents, des enjeux de sécurité, de réassurance, qui sont très forts parce que qu'est-ce que je mets sur la peau de mon bébé? Ouais. C'est vrai que donc, cet enjeu d'alignement de la marque et de l'entreprise, il est très important. Souvent, on a des engagements qui sont au niveau corporate, communication B2B, puis de l'autre côté, on pourrait avoir quelque chose qui est plus de l'ordre du côté de la marque, du storytelling B2C. Donc effectivement, le process de passer par poser une mission pour l'entreprise, ça permet d'aligner tout le monde. On a fait ce process-là quand on est devenu entreprise à mission chez Expansience, avec 3 objectifs d'entreprise à mission. Un, autour de concevoir des produits et des services qui permettent le bien-être des individus. Un deuxième, autour de embarquer nos écosystèmes et nos communautés pour construire un modèle d'affaires à impact positif. Et le troisième qui est autour de la contribution aux objectifs climatiques planétaires et à la préservation de la biodiversité. Donc ceci étant posé, en tant que marque Mustela, on était obligé de se définir à nous-mêmes, en fait, quelle est notre mission de marque. Et ça, c'était un moment hyper fondateur, de se dire que ça a passé par déjà se recentrer sur notre public et notre cible qui est les parents en fait. Être parent, se demander ce qu'est être parent et comment on peut être utile pour les parents. Être parent, c'est un moment bouleversant de la vie, c'est se poser plein de questions, c'est être soumis à énormément d'injonctions aussi, d'injonctions sur comment être un parent parfait, mais aussi d'injonctions à consommer en fait. Donc nous, on s'est dit qu'on allait se donner la mission Mustela en tant que marque, d'aider les parents à élever des enfants en bonne santé sur une planète en bonne santé. Donc ça, c'est notre mission de marque. Et derrière, comment ça se traduit concrètement, c'est vraiment, pour recouper sur la notion d'utilité dont on se parlait tout à l'heure, c'est vraiment penser l'utilité de notre offre et l'utilité de nos contenus. Donc sur l'offre, c'est vraiment s'assurer que ce qu'on met sur le marché est non seulement éco-conçu, mais aussi utile. Donc éco-conçu, repenser tous nos process de développement de produits avec des ACV, donc des analyses de cycle de vie, pour mesurer notre impact et le communiquer. Et donc s'assurer que quand on sort un produit, il a un impact environnemental qui est moindre que celui qui existait avant. Et on s'est donné des objectifs quantifiés et des KPI très précis de diminution de notre impact plastique, de quel pourcentage de plastique on met sur le marché, etc. Et après, ça va plus loin quand on commence à questionner l'utilité de notre offre. Parce qu'on se dit que il faut être sûr que nos produits sont utiles. Et donc, ça veut dire co-construire avec les parents, forcément, cette offre, mais ça veut dire aussi accepter le fait que dans notre portefeuille de produits, il y a peut-être des produits qui sont plus ou moins utiles, en fait. Donc ça rejoint le sujet des renoncements dont tu parlais tout à l'heure. Se dire que nous, qu'un produit pour l'eczéma, par exemple, il est plus utile qu'un énième gel douche, par exemple. Et aussi, on a pris une décision quand même assez structurante de ce point de vue-là, qui est qu'en 2027, on a décidé d'arrêter les lingettes jetables. Donc un produit, un énorme pollueur à usage unique, qu'en 2027, on n'aura plus dans notre portefeuille. Et également, ce qu'on avait pu partager quand on avait préparé, ce que je t'ai déjà pu entendre évoquer, c'est les différences selon les marchés. La façon aussi dont vous embarquez les équipes, parce que c'est une marque monde et que tous les marchés ne peuvent pas avancer à la même vitesse.
Oui, c'est sûr que tous les marchés n'ont pas les mêmes avancées en termes d'acceptation auprès des consommateurs de l'offre. Donc là-dessus, on travaille avec des niveaux différents de vitesse en fait, en termes d'investissement qui vont être mis sur telle ou telle partie du portefeuille. Mais on travaille aussi beaucoup et on essaye... En fait, ça c'est sur la partie contenu, de se dire que en tant que marque à mission, on a quand même le devoir d'utiliser notre share of voice pour être utile et pour informer. Donc ça passe par une première partie d'utilisation de cette share of voice, c'est utiliser nos contenus pour aider les parents avec des contenus qui sont des contenus d'empowerment. Donc passer d'un focus produit sur le contenu à un focus empowerment avec des contenus pédagogiques, éducatifs sur le sommeil de l'enfant, un podcast sur la femme enceinte, le lancement de la marque sur TikTok par exemple qui a été fait autour du postpartum avec des contenus développés avec des sages-femmes pour vraiment donner des indications aux mères et des informations sur cette période hyper taboue dont elles n'entendaient pas forcément beaucoup parler. Il y a cette partie, utiliser notre share of voice sur de l'empowerment des parents et, pour rejoindre ta question, sur de l'éducation et écologique et de les accompagner dans leur transition écologique aussi en tant que consommateurs. Et donc pour ça, on passe par différentes choses. On a fait par exemple une opération avec des influenceurs qui était hyper intéressante, où au lieu de demander à nos influenceurs de vanter les mérites de nos produits, on leur a demandé d'organiser un challenge zéro déchet dans lequel pendant une semaine, eux-mêmes se mettaient à une consommation zéro déchet dans la salle de bain et engageaient leur audience et leur communauté là-dessus. Donc ça peut être un premier exemple de comment on embarque sa communauté et on peut faire avancer les choses en tant que marque, même dans un marché qui n'est pas forcément hyper réceptif au début. Et une deuxième réponse à ça, ça peut être aussi d'embarquer des leaders d'opinion en fait. Et par exemple, on a aussi, on essaie de mettre en place ça. On a commencé par la France, mais on va le faire dans d'autres pays, dans des voyages presse qui sont généralement des moments vraiment dédiés à du partage sur des produits et à de la promotion. On essaye de faire de ces voyages aussi des moments de prise de conscience. On a par exemple organisé des fresques du climat pour des journalistes beauté, ce qui est, je pense, pas commun. Et qui en fait voient derrière des résultats concrets elles-mêmes dans ce qu'elles vont pouvoir partager aux clients. Emery, côté Camif, sur un sujet qui est très connexe parce qu'on parle des chambres pour enfants et si on parle effectivement de marketing de la preuve et de changement des comportements de consommation, je crois que vous avez fait aussi une opération influenceur assez décalée et impactante. Si vous pouvez nous en partager quelques mots. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit utiliser tous les leviers du marketing, et du marketing digital en particulier, pour faire passer ces nouveaux modèles et ces nouvelles façons de consommer autrement. On a lancé cette année une offre de location pour la chambre bébé, parce que ça nous semblait en fait assez aberrant d'acheter un lit bébé, sachant que nous, on conçoit nos lits pour qu'ils durent 50 ans, mais au bout de 50 ans, les bébés ont envie de sortir du lit à barreaux. Donc là, on a un bon cas d'usage où on a des jeunes familles qui peuvent, à partir de 29 € par mois, louer une chambre bébé, et puis ensuite ça va être la chambre enfant, etc. Ils vont accompagner tous ces moments de vie avec une chambre qui va évoluer, mais que nous, on va pouvoir faire circuler et donner une deuxième, troisième, quatrième vie, cinquième vie, peut-être même plus à ça. Et là, on s'est dit, évidemment, il faut qu'on utilise et qu'on touche cette cible des jeunes familles, qui est une cible qui n'était pas tellement adressée par Camif. C'est vrai qu'historiquement, on a pas mal d'incite à la retraite dans la base de clients, mais on a quand même beaucoup rajeuni, mais on est plutôt aux alentours de 40 ans d'âge moyen, et donc aller chercher des clients plus jeunes, vraiment 25-30 ans, là on s'est dit finalement on va chercher des influenceuses qui sont dans cette étape particulière de la vie et qui ont donc expérimenté elles-mêmes l'offre de location et qui ont pu la mettre en valeur, et c'était chouette parce que voilà, c'est une façon de toucher aussi avec un nouveau modèle, lever aussi quelques appréhensions face à finalement je ne vais pas posséder, mais je vais, voilà, c'est l'économie de la fonction,
fonctionnalité, hein, donc je vais utiliser, mais je ne vais pas être propriétaire. Mais là, on peut accéder du coup à des produits de qualité qui sont éco-conçus, qui sont sains pour l'air intérieur de la chambre bébé. Et voilà, il y a tous ces messages qui ont pu être passés de manière intelligente. On a utilisé aussi le marketing d'influence cette année sur un événement qu'on avait lancé en 2014, qui est le Tour du Made in France, où on va à la rencontre des fabricants français avec lesquels on travaille. On visite les usines, on découvre tous les savoir-faire qui se cachent derrière les produits, que c'est du matelas, du lit, du meuble, du linge de maison. C'est assez passionnant en fait de voir tous les métiers qui se cachent. On travaille avec 125 fabricants français qui représentent les 3/4 de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Et là aussi, cette année, on a accueilli une influenceuse pour venir faire ce tour de France avec nous. C'est aussi une façon de toucher une communauté plus large et de faire découvrir voilà, la réalité d'un produit fabriqué en France. On comprend mieux pourquoi peut-être c'est un peu plus cher, mais pourquoi c'est de meilleure qualité, pourquoi ça respecte mieux les normes sociales et environnementales. Et je crois que c'est ça, en fait, l'enjeu, c'est d'arriver à sensibiliser les consommateurs aujourd'hui. Leur consommation, leur pouvoir d'achat, il a un pouvoir considérable parce que c'est le consommateur qui décide quel modèle de société on va avoir demain. Donc, c'est ce qu'on dit toujours finalement, en achetant un produit ou en le louant, le consommateur va recommander ce produit une nouvelle fois, il va recommander sa fabrication ou recommander son cycle de location. C'est sa façon de choisir. Ouais. Et puis, on peut aussi donner des informations qu'on ne trouve pas du tout dans le commerce traditionnel sur l'impact de la consommation. Par exemple, on a, nous aussi, également lancé les analyses de cycle de vie sur nos produits. On a lancé l'année dernière le matelas Timothée, qui est le premier matelas entièrement fabriqué à partir de vieux matelas recyclés, première boucle d'économie circulaire au sein de la filière literie. Donc, c'est vraiment, la mission est au cœur de l'offre. Hein, et l'analyse du cycle de vie montre que c'est 45% de CO2 en moins que le même matelas fabriqué à partir de mousse traditionnelle. Et donc cette année, pour le bucket du Black Friday, on a fait ces réductions qui comptent. Alors on avait des réductions partout sur le site, sauf que c'était des réductions de CO2. Moi, ce que j'entends en vous écoutant parler, c'est qu'effectivement, il y a la mission, qu'il est très important de prendre le temps et de prendre, oui, vraiment, le temps, les bons interlocuteurs, la bonne façon de réfléchir à sa mission d'entreprise pour ensuite la décliner dans la marque et ensuite la faire infuser dans l'ensemble des pratiques, dans l'offre, dans la promotion, dans le retail, dans le prix, enfin dans tous les P qu'on peut imaginer dans le marketing. Pour vous, quelles évolutions on a aujourd'hui des personnes qui nous prophétisent la fin du marketing, d'autres qui nous disent que finalement marketing et RSE, tout cela va se fondre d'une seule façon. Vous aujourd'hui, comment vous imaginez, je dirais, le marketeur dans 10 ans, si on se projette un tout petit peu? Alors oui, c'est vrai que je pense que le marketing doit se transformer. Il ne va pas forcément disparaître, mais je pense qu'on est d'accord sur le constat qu'il doit se transformer, ne serait-ce que parce qu'il a une énorme part de responsabilité aussi, hein, finalement, dans l'état du monde actuel, avec son lien avec la consommation, un univers de consommation et une croissance volumique. Après, ceci étant dit, le marketing, c'est quand même la fonction de l'entreprise qui est au cœur de la création de valeur et de l'offre, qui est aussi en connexion avec son écosystème et son audience et ses communautés. Donc, je pense qu'il y a quand même aussi personne qui a de meilleures rênes en main que les marketeurs pour demain repenser leurs fonctions et repenser leur contribution à l'utilité pour l'entreprise. Donc, on en a parlé déjà de rediriger les pratiques marketing autour de la mission, autour de l'utilité, autour de la preuve, de la coopération. Je pense qu'on peut aussi se dire que le marketeur demain pourra aller encore plus loin en repensant la fonction même de marketing au-delà de la pratique et en se disant mon rôle dans l'entreprise, c'est d'utiliser mon budget marketing en fait pour qu'il serve à la fois mes KPI et la transformation de mon écosystème. Et donc en fait c'est vraiment cette question-là qu'il faut qu'on se pose en tant que marketeur à l'avenir. Et je pense que ça, nous on s'est donné ça comme mission en tant qu'équipe Mustela, de se dire demain comment on transforme notre fonction en posant cette question-là au cœur de nos réflexions. Et je pense qu'en fait ça, chaque marque peut le faire.
Si on considère que c'est l'utilité de l'entreprise qui fera sa valeur demain, alors le marketing sera utile ou il ne sera plus, tout simplement, parce qu'il va effectivement être au service de la mission de l'entreprise, et c'est parce qu'il est au service de la mission de l'entreprise qu'il va créer de la valeur, une valeur économique, mais aussi une valeur sociale et environnementale, parce que c'est ça le projet d'entreprise. Donc probablement il y a aussi une chose qu'on n'a pas eu beaucoup jusqu'à maintenant, c'est le marketing de l'humilité. Il faut savoir aussi reconnaître que nous ne sommes pas parfaits, qu'on peut faire beaucoup mieux, et aussi savoir dire ce que nous ne sommes pas encore ou ce qu'on ne fait pas encore bien. C'est assez peu commun, mais je pense que cette transparence, elle est aujourd'hui attendue, et cette sincérité, il y a certainement une prime à la sincérité auprès des consommateurs qui apprécient en fait ce marketing plus transparent, plus réel, plus juste au fond, et plus sincère. Voilà. Et si vous aviez un conseil pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui dans la salle et qui se disent formidable, mais comment je fais demain? Qu'est-ce que j'active? J'ai envie d'y aller, qu'est-ce que je fais? Alors moi, mon premier conseil, ce serait de ne pas rester seul et de s'entourer, de partager avec d'autres entreprises, de coopérer. Et pour ça, j'ai la solution pour vous. Non, ouais. En fait, non, je plaisante, mais à côté de Mustela, je fais aussi partie d'une association qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat, qui est un groupement d'entreprises dans lequel on fait des parcours qui permettent aux dirigeants de se former sur les enjeux et de travailler collectivement et individuellement à une feuille de route de redirection. Et on est en train de monter un parcours spécifique lié aux nouveaux imaginaires et aux nouveaux récits, donc qui touche vraiment directement les marques, les agences, les médias, le digital, l'audiovisuel, pour justement travailler ensemble collectivement à la redirection des récits. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire que tous ces acteurs, créateurs, producteurs et diffuseurs de récits ont une responsabilité énorme et ont du coup le pouvoir et les clés en main pour aider à la transformation et à l'accélérer. Donc ce parcours commencera en avril et je pense que c'est s'entourer d'autres entreprises qui sont dans la même réflexion et de pairs, c'est aussi la meilleure façon d'avancer. Je pense que l'entreprise aujourd'hui, elle est sous tension. Elle a une pression extérieure de la part des clients, à l'intérieur de la part des collaborateurs qui souhaitent que les entreprises aillent plus loin, s'engagent davantage. Et donc, je pense que le premier rôle du marketing, c'est de convaincre en interne, et notamment celui qui est un peu la clé de voûte de tout le changement, le dirigeant. Donc, des parcours comme celui de la CEC sont excellents. Et puis ensuite, une fois qu'on a un peu pris conscience, on a envie de passer à l'action. Et là, il faut embarquer tout le monde. Et je crois que l'enjeu clé, c'est vraiment, et on le voit très bien dans la communauté des entreprises à mission, les 1400 sociétés à mission aujourd'hui, elles ont fait une démarche qui a pris du temps, mais qui a été très collaborative, où on a embarqué largement les collaborateurs, les dirigeants, les actionnaires, mais aussi toutes les parties prenantes de l'entreprise, les fournisseurs, tout l'écosystème des partenaires de l'entreprise, les clients. Et c'est comme ça que finalement, en co-construisant la mission de l'entreprise, la raison d'être, ensemble, la raison d'être, c'est une raison d'être ensemble. On aboutit à quelque chose qui est fort, parce qu'il correspond aux attentes et aux aspirations de chacun, et qui permet vraiment de susciter l'engagement, de stimuler aussi l'innovation à l'intérieur de l'entreprise, parce que inventer un nouveau modèle, ça va passer par beaucoup d'innovation, par beaucoup d'expérimentation, et puis à la fin, il y a de la performance en toute logique, hein, mais une triple performance pour l'entreprise, économique, sociale et environnementale. Donc voilà. Rejoignez la CEC, puis la communauté des entreprises à mission. Je crois qu'on ne va pas faire beaucoup mieux comme conclusion. Effectivement, je pense qu'on a trois très beaux cercles dans lesquels venir partager, apprendre de ses pairs et ne pas se sentir seul dans ces sujets. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à très bientôt pour pouvoir continuer à échanger sur ces sujets. Merci.